Alors, je reprends. J'avais juste un peu de bruit, apparemment la fenêtre était ouverte. Donc voilà, j'en étais arrivé à la généricité du discours et à penser le terme de genre. Alors pour parler de genre, je reprendrai d'abord, euh, avant d'en arriver, euh, le discours littéraire. Alors, on se place au niveau du type de discours dès qu'il s'agit du discours littéraire. Donc on ne peut échapper à la généricité dès qu'il est question du discours en littérature ou du discours littéraire. Alors l'emploi du terme, tout d'abord, de discours littéraire, caractérise une certaine manière d'aborder la littérature. Cela va dans le sens de l'étude du dispositif de communication. Si l'on raisonne en termes de discours littéraire, on s'efforce d'articuler, premièrement, les institutions, qui donnent sens à chaque énonciation littéraire, structure du chant, statut de l'écrivain, mais aussi genre, texte. Deuxièmement, on s'efforce d'articuler le mouvement par lequel s'institue le discours, légitimer la scène d'énonciation et le positionnement dans le champ qui rend cet énoncé possible. Et troisièmement, qui dit type de discours dit genre, voire généricité. Alors, on n'a jamais, sachez-le, on n'a jamais vraiment eu de discours littéraire. On a plutôt affaire à des romans, à des nouvelles, à une épopée. La question du genre de discours se pose dans le cadre de l'analyse du discours littéraire. Le genre contraint discursive. Mais quand on entend d'abord par genre, qu'est-ce un genre? C'est un ensemble de textes qui partagent. Alors le genre contraint, comme je le disais, les diverses dimensions de l'activité discursive. Donc dès qu'un locuteur effectue une mise en discours, une énonciation, il s'inscrit de fait dans un genre et son activité discursive, on lui incombe certaines caractéristiques du genre, notamment les rôles des partenaires de la communication, le rapport matériel du texte, les circonstances, le temps et le lieu, les thèmes évoqués, l'organisation et la longueur du texte, les registres de langue utilisés. Ce qui reviendrait à dire que le message véhiculé à travers le discours fait partie, a priori, d'un genre donné. Un genre de parole propice à réaliser l'acte de l'énonciation. Alors, l'instance d'énonciation se construit à travers le genre. Je vous donne deux exemples. Le poète exprime ses sentiments dans un genre donné, qu'est la poésie, et Racine qui exprime l'univers tragique de la cour par la règle des trois unités. Donc, le genre en tant que norme n'est jamais loin de la prise de parole, car toute prise de parole est normée et toute prise de parole est à prendre en considération par la norme du genre. Pour reprendre Pierre Bourdieu, sociologue, le champ littéraire, et par là aussi la littérature, est un espace foncièrement conflictuel où les écrivains doivent se construire une identité énonciative propre. Donc entre énonciation, généricité, analyse du discours. Alors l'énonciation instaure le discours via une transgression des genres. Ça, on y reviendra. Il y a aussi cette question de la transgression des genres en littérature, qui donne lieu d'ailleurs généralement vers une forme de littérature hybride. Mais là n'est pas la question. Alors ces mêmes auteurs auxquels fait appel Pierre Bourdieu privilégieront les genres de discours soit routiniers, soit octoriaux. Donc, ici je reviens rapidement à Manguenau, deux types de genres de discours instituent la tradition, soit les discours
routiniers, c'est-à-dire que l'on retrouve quotidiennement, d'une manière générale, ceux qui sont en usage. Le journal télévisé par exemple, le guide de voyage, la tragédie, et les genres octoriaux qui sont une transgression, une forme de transgression, c'est-à-dire on va au-delà de ces genres routiniers pour atteindre des genres octoriaux créés, institués, instaurés par des auteurs. Alors, les catégories instituées, les médiations, exemple, les illuminations de Rimbaud, poésie, sont une représentation réelle et véridique de ces discours octoriaux. Alors, ce qui serait aussi intéressant à voir pour l'analyse du discours littéraire, ce serait le volet pragmatique. Alors, dans la vision de la pragmatique textuelle, pour en revenir un peu à la notion de texte, un texte est une séquence bien formée, parlons du texte, du discours, est une séquence bien formée de phrases liées qui progressent vers une fin. On en a parlé tout à l'heure. Cette définition de Slakta est pragmatique. Elle implique qu'un texte est plus qu'un simple agrégat d'énoncés, mais bien une structure transphrastique obéissant à des lois qui lui sont propres. Alors, si on va parler de texture, on va parler de tissu, selon Slakta, le texte est une séquence bien formée. Ça veut dire qu'il y a une forme de phrases liées. C'est-à-dire, il y a tout d'abord l'unité phrase en question. Et cette même phrase en question, elle va se développer vers une unité plus grande. Et ici, il est question d'une structure transphrastique. C'est-à-dire, on va aller au-delà de la phrase pour parler de l'unité du texte. Alors, la notion maintenant de texte ou discours, ou bien la notion de texte-discours, parce qu'il est question toujours d'analyser le texte. Donc, il faudrait poser véritablement le champ de cette analyse. Alors, partons de l'approche de Slakta, les discours sont plutôt complémentaires. Vous voyez, donc Slakta déjà avait cette idée de la complémentarité des deux notions de texte et de discours. Alors, pour le texte, il est une composante du discours dont il constitue l'aspect configurationnel. Autrement dit, le discours est la matérialisation, plutôt le texte est la matérialisation écrite du discours. C'est lui qui va poser le discours. D'accord? Si vous voulez, je reprends un peu cette dichotomie entre texte et discours. Alors, partons de l'approche de Slakta, texte et discours sont complémentaires. Cette complémentarité, de fait, le texte est une composante du discours dont il constitue l'aspect configurationnel. Donc je disais, les bornes du discours sont posées par le texte, au niveau de la phrase et au-delà de la phrase, dans la structure transphrastique. Alors, lorsqu'un locuteur est en situation de discours, son énonciation s'inscrit dans le cadre générique et typifiant. On en parlait tout à l'heure. Donc, dès que un locuteur, en littérature on va dire auteur, écrivain, romancier, etc., va prendre la parole, il va s'inscrire de fait dans un type donné. Donc ici, regardez, on est à la lisière du texte littéraire, de l'analyse du discours, mais aussi de la linguistique de l'énonciation. Pourquoi? Parce que c'est un syncrétisme, et c'est ce que justement ce qui fait, je dirais, toute cette complexité, d'accord, des trois approches ou des trois domaines d'études cités. Alors, lorsqu'un locuteur est en situation de discours, son énonciation s'inscrit dans un cadre générique et typifiant qui redistribue l'ordre des séquences discursives. Donc ça, c'était par rapport à ça. Alors, concernant la lecture, maintenant, comme énonciation, on en parlait, il est question de porter notre attention, du moins dans le texte littéraire, vers cette, en effectuant une lecture
à la lisière de l'approche énonciative. Alors parlons d'abord de la co-énonciation. C'est au lecteur de mettre en mouvement l'instance de narration. L'histoire ne surgit qu'à travers le lecteur qui énonce le réseau total que constitue le texte de l'œuvre. Si on prend en considération qu'il y ait une énonciation de la part d'un locuteur A. Ce locuteur A, c'est l'auteur romancier. Et qu'on tient compte du fait qu'il y a un lecteur derrière qui est en train de recevoir. C'est la réception de l'œuvre. 2. Et donc, on aura une co-énonciation. Cette co-énonciation rejoint, si vous voulez, la théorie de la réception. C'est le lecteur qui reçoit le message. Donc, on n'en est pas loin. Donc, ce lecteur, il va interpréter et il va actualiser le réseau total des sens. On ne va pas aller vers la théorie de la réception, mais on reste justement sur l'énonciation pour dire que le lecteur, ayant certaines connaissances encyclopédiques, doit être capable de soulever du moins 3 points. Combler les ellipses, identifier les personnages, repérer les sous-entendus. Là, les sous-entendus, cela, nous le verrons quand on arrivera à la cohérence et cohésion du discours. 2 autres notions clés de l'analyse du discours. Il y a donc un intérêt certain pour les stratégies de lecture. Alors, parlons de stratégie. On a fait, je dirais, un survol sur l'analyse du discours. On a présenté brièvement et assez rapidement, mais succinctement, le champ d'analyse du discours. Passons maintenant à cette pratique. Passons maintenant directement, je dirais, aux questions clés qui érigent l'analyse du discours dans un corpus donné. Je vous ai laissé en commentaire hier, si je me souviens bien, quelques documents, plutôt quelques photos que j'avais prises du livre Éléments, manuel de linguistique pour les textes littéraires de Dominique Minguenot. J'avais laissé la page 84 jusqu'à la page 87. C'était des énoncés pour qu'on puisse justement travailler aujourd'hui. Alors, on questionne alors la cohérence du discours littéraire qui est visible et lisible à travers le texte. Le dernier point concernant pour le repérage des sous-entendus. Alors, toujours pour rester dans l'énonciation au cœur du texte littéraire, il y a des marques que le lecteur devra soulever pour pouvoir justement élaborer le contexte d'énonciation. Alors, les premières marques, ce sont des marques de personnes, ce qu'on appelle les déictiques ou embrayeurs, je de l'énonciateur, l'auteur, tu énonciataire du lecteur. Bien sûr que le je au cœur du roman peut porter plusieurs dimensions, peut avoir plusieurs voix, le jeu du narrateur, le jeu du personnage, le jeu d'un deuxième personnage, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'embrayage énonciatif, d'accord? Le deuxième type de déictique, c'est les déictiques temporels, d'accord? C'est les indicateurs temporels, demain, aujourd'hui, après, hier, etc. Et le troisième type de déictique, c'est les déictiques spatiaux, indicateurs de l'espace, ou indicateurs spatiaux qui nous permettent d'appréhender l'espace environnant du roman, du récit, les lieux, la géographie, etc. Alors, les déictiques ont tous un signifié qui est le même, mais ces mêmes signes ont un emploi effectif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un signe, qu'un déictique est introduit, premièrement, il n'est pas fortuit. Deuxièmement, le déictique, il a une portée. C'est-à-dire, si un personnage va prendre la parole avec le jeu première personne, il est clair qu'il y a une intention pour un récit homodiégétique. Et d'ailleurs, il y a Feriel Hanouf qui nous parle de narratologie. On n'en est pas loin, mais ici, la question ne porte pas sur la construction du récit ou l'enchaînement du mouvement
ou de la structure narrative. Il est beaucoup plus question vers l'énonciation, vers le rôle, vers la prise en charge, d'accord? La prise en charge de l'énonciateur et du co-énonciateur via l'approche de l'analyse du discours, d'accord? Donc ça, c'est pour juste recadrer un peu les débats. Alors, les déictiques posent le contexte d'énonciation, ce qui reviendrait à dire que l'environnement, j'ouvre la parenthèse, l'espace, le temps, énonciateur, énonciataire, je referme la parenthèse, suppose une réflexivité de l'acte d'énonciation. C'est-à-dire que ce n'est qu'à partir de déictique, de l'embrayage énonciatif, que l'on peut porter une réflexion logique sur l'acte d'énonciation. Alors, je voudrais bien vous parler de la temporalité narrative par rapport à la localisation temporelle, etc. Mais ce serait sortir du thème d'aujourd'hui. Alors, passons maintenant une pratique. Alors, passons maintenant directement à l'analyse des principaux exemples que j'avais insérés hier au niveau du groupe. Alors, le premier texte que j'avais inséré, je pense que c'était ce n'est pas celui de Zola, mais non, celui de Labiche, le baron de Fourchevif. C'était la scène 3, d'accord? C'est la scène d'une pièce de théâtre. Alors, rapidement, je vais lire la scène et justement faire une application rapide portant sur les déictiques. Alors, les déictiques dans un dialogue de théâtre. Dans cet extrait de comédie, nous allons analyser l'emploi qui est spatio-temporel. Alors, voici le passage en question. Un couple de boutiquiers enrichis, les potards, se font appeler baron et baron de Fourchevif. Alors la baronne, vous êtes insupportable avec vos souvenirs. Fourchevif, puisqu'il n'y a personne, quelle nécessité y a-t-il de venir exhumer après 18 ans ce nom? C'est connu. Lorsque nous avons acheté il y a 18 ans la terre de Fourchevif, tu m'as dit, en visitant le château, tiens, nous étions dans la seconde tourelle, tu m'as dit. Il est impossible d'habiter ça et de s'appeler Potard. Je t'ai répondu, c'est vrai, ça grimace. Alors, nous sommes mis à chercher un nom. Et, à force de chercher, nous avons trouvé celui de Fourchevif, qui était là, par terre, à rien faire. À qui cela nuit-il, puisqu'il n'y a plus d'héritier de ce nom? Donc ça, c'est le passage de la biche, le baron de Fourchevif, la scène numéro 3. Alors, ce qui est intéressant, oui, alors il y a Feriel Anouf, encore une fois via commentaire, qui nous dit « Je dis ce qui arrive à ma tête directement ». Là, c'est une internaute, une amie et un membre aussi du groupe. Alors, je dis ce qui arrive à ma tête directement. Votre façon de parler et d'analyser les choses me pousse à dévoiler la tempête des idées dans ma tête. Bien sûr, là je remarque que tu es en train de suivre le fil de la chose, très bien. Et je vous incite justement à interagir, à poser vos questions, et d'accord, pour susciter le débat après. Ok, c'est très important. Là, j'essaie brièvement de présenter le cadre, de porter vers l'application et cette partie-là. Alors, pour le premier extrait, vous avez le vous, c'est le tu de l'énonciataire. Là, lorsqu'on s'intéresse aux déictiques de personnes. Le nous et le je du premier énonciateur, qui inclut ici le je, le tu et donc les deux énonciateurs. D'accord? La femme et l'homme. Pour le repère temporel, il y a 18 ans, qui est un déictique temporel, pose le cadre spatial. Cadre temporel. Pour le cadre spatial, plusieurs éléments qui indiquent l'espace ne peuvent être considérés ici comme déictiques. Pourquoi? Étant situés dans le contexte. Le contexte, c'est-à-dire ce qui vient avant l'énonciation.
Ce qui est considéré comme déictique ou comme embrayage énonciatif, ou embrayeur, il doit être situé au moment de l'énonciation, c'est-à-dire au moment où l'on s'exprime. Alors si on va prendre en considération la deuxième analyse, ou bien le deuxième point analytique, c'est un passage d'Émile Zola, c'est un passage de Nana. On va le voir ensemble et le décortiquer aussi à la lumière de l'embrayage énonciatif. Pourquoi je parle principalement d'énonciation? J'aurais peut-être aussi pu porter l'attention vers la pragmatique textuelle, mais j'ai tenu aujourd'hui à parler tout d'abord de l'énonciation. J'avais d'ailleurs sur la page du groupe inséré ce matin des petites définitions portant sur l'énonciation. Alors, je reprends d'abord le passage si vous avez bien sûr les passages, essayez de suivre et on effectuera l'analyse en second lieu. Alors, Émile Zola. Nana, actrice et courtisane très en vue dans le demi-monde parisien du Second Empire, vient de se mettre en ménage. Ils ont invité chez eux quelques collègues pour tirer les rois. Cependant, la soirée se passa bien. On en était venu naturellement à causer des variétés. Cette canaille de Bordenave ne crèverait donc pas. Ses sales maladies réapparaissaient et le faisaient tellement souffrir qu'il n'était plus bon à prendre avec des pincettes. La veille, pendant la répétition, il avait gueulé tout le temps contre Simone. En voilà un que les artistes ne pleuraient guère. Nana dit que s'il la demandait pour un rôle, elle l'enverrait joliment promener. D'ailleurs, elle parlait de ne plus jouer. Le théâtre ne valait pas son chez-soi. Fantan, qui n'était pas de nouvelles pièces, ni de celles qu'on répétait, exagérait aussi le bonheur d'avoir sa liberté entière, de passer les soirées avec sa petite chatte, les pieds devant le feu. Et les autres s'exclamaient, les traitant de vénards, affectant d'envier leur bonheur. On, souvenez-vous bien de ce on, c'est le gâteau des rois. La fève était tombée à Madame Laura, qui l'a mis dans le verre de Bosque. Alors, ce furent des cris. Le roi boit, le roi boit. Nana profita de cet éclat de gaieté pour aller reprendre Fanton par le cou, en le baisant, en lui disant des choses dans l'oreille. Mais Prudière, avec son rire, vexé de joli garçon, criait que ce n'était pas du jeu. Luisette dormait sur 2 chaises. Enfin, la société ne se sépara que vers 1 heure. On se criait au revoir à travers l'escalier. Émile Zola, Nana, 1879, chapitre 8. Alors, le passage de Nana, le chapitre 8, laisserait entrevoir 4 occurrences, 4 manifestations du on impersonnel, qui est considéré comme un embrayeur. Alors, dans ce passage, on trouve 4 occurrences de on. Alors, le premier, cependant, la soirée se passa bien. On en était venu naturellement à causer des variétés. Donc, le premier on ici renvoie directement aux invités. Fanton qui n'était pas de la nouvelle pièce, ni de celle qu'on répétait. Ici, c'est le deuxième on et il renvoie aux comédiens. Qui répétaient, c'était les comédiens. Le troisième on avait tiré le gâteau des rois. C'était les invités une fois encore. Donc, il y a une autre occurrence des invités. Et enfin, la quatrième occurrence du on se criait au revoir à travers l'escalier. Qui se criait au revoir, c'était l'ensemble des convives qui étaient invités. Ma foi, je dirais l'intérêt premier pour un énonciateur, cela permet de comprendre le message. Et analyser le discours, c'est aussi analyser le message. Ce qui, d'ailleurs, m'avait incité à questionner à questionner la problématique de l'énonciateur au sein du roman. Alors, il y a ici Hayat Boujma'a qui nous dit
Les temps auxquels sont conjugués les verbes sont aussi un des éléments à prendre en considération. Je parlais tout à l'heure, effectivement, très bien, je parlais tout à l'heure de la temporalité. Voilà. Alors, à prendre en considération, qui sont ici le présent et le passé composé. Oui, ils peuvent être des indicateurs de la fréquence d'une action, de sa durée, etc. Ils éclairent même la nature de l'acte langagier visé. Mais tout à fait, et je te remercie d'ailleurs, Hayet, pour le commentaire. Pourquoi? Parce que cela porte une attention tout autre vers un intérêt porté vers la conjugaison. Alors, si on utilise par exemple dans une énonciation le présent, ça veut dire que l'on se situe dans un moment présent. Ça veut dire que l'énonciation, elle est simultanée. Si on utilise maintenant le passé, cela va sous-entendre que mon énonciation, elle est présente, mais que mon récit, il est situé dans le passé. Cela peut aussi se produire vis-à-vis d'une forme ultérieurement, d'accord? Donc d'une forme futuriste, et c'est tout à fait logique. Donc ce n'est pas uniquement, pour rappel, qui est à prendre en considération, ou bien l'énonciation, le régime énonciatif en considération à travers justement la temporalité ou le temps de la conjugaison ensemble. Alors, j'aimerais maintenant porter mon attention vers des notions clés, avant de finir, des notions clés de l'analyse du discours qui peuvent servir, tout comme vient de le dire Hayet, comme la temporalité, pour analyser ou cerner le discours littéraire. Moi, j'avais porté mon attention sur l'énonciateur, d'accord? Je viens directement maintenant vers d'autres champs qui pourraient être bien sûr explorés. Ce sont des notions, je dirais, élaborées dans le cadre de la recherche en analyse du discours, comme je le disais tout à l'heure, à partir des années 50 et 60. Alors, la première notion, c'est celle de situation de discours. Vous pouvez bien sûr après sur le net, et j'ai donné ce matin à l'un des membres du groupe le site analysedudiscours.com. C'est très intéressant, ça pourra vous aider éventuellement pour celles et ceux qui s'intéressent au discours. Alors, première notion, situation de discours. Étant dans le cadre d'une discursivisation, le locuteur, et ce, dès qu'il met en discours sa pensée, s'inscrit dans un cadre générique et typifiant. Donc il y a toujours une situation incombée au locuteur qui ne peut qu'inscrire son énonciation dans un cadre générique, on en parlait tout à l'heure, les genres octoriaux et les genres routiniers, et typifiant. La deuxième notion, c'est la notion de textualité. Alors, qu'est-ce la textualité? Analyser le texte d'un discours revient à rendre compte des phénomènes caractérisant la textualité. D'accord? Donc si l'on s'intéresse maintenant au texte d'un discours, c'est-à-dire au discours écrit, il y a des critères qui entrent en compte, et ces critères font la textualité. Alors, quels sont maintenant les critères de la textualité? Premièrement, la cohérence. C'est l'organisation logique de la pensée. Elle se rapporte au niveau sémantique du discours. Deuxièmement, la cohésion. C'est l'ensemble des moyens linguistiques posés et qui assure les liens intraphrastique et interphrastique dans le texte. Pour résumer, un discours, ce n'est rien au départ. Par contre, un discours avec un texte, c'est un texte-discours, et c'est un discours qui a une forme. Là, je parle du texte littéraire. Alors, comment peut-on envisager la cohérence dans le cadre du discours littéraire sans porter l'attention sur justement les deux notions essentielles à l'analyse du discours, qui sont la cohérence et la cohésion? On ne peut avoir de la cohérence sans cohésion, et la cohésion, elle est nécessaire donc pour avoir une cohérence à l'écrit, mais aussi à l'oral. La cohésion, elle est assujettie à un nombre d'unités textuelles qui forment un ensemble à un niveau intraphrastique et interphrastique à la fois.
cet ensemble va justement aboutir vers la cohérence. La cohérence passe aussi par le respect d'une condition sine qua non au fil de la lecture et au fil de la réception de l'œuvre, c'est la notion de progression thématique. L'articulation d'un contenu ancien et nouveau. Cela veut dire que la cohérence, elle est aussi assujettie, la cohérence, elle est aussi façonnée, érigée ou édifiée par une cohérence dans le cadre de la progression thématique. Alors il y a le thème et il y a le propos. Il y a ce que l'on pose et il y a ce qui entoure cet objet posé. Le thème, en somme, ce dont on parle, et le propos, ce qu'on dit de ce dont on parle. Donc on pose l'objet et on va énoncer tout autour. Pour dire que l'analyse du discours littéraire peut prendre plusieurs sentiers. On pourrait s'intéresser au volet textuel, on pourrait s'intéresser au volet énonciatif, on pourrait aussi s'intéresser au volet pragmatique. Mais le plus important, c'est de comprendre la chose. L'analyse du discours littéraire, elle peut passer par le volet sociologique, psychanalytique, et j'en passe. Moi, j'insiste sur le volet linguistico-textuel. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui fait l'essence véritable d'une œuvre littéraire ? C'est la langue, n'est-ce pas ? Et ayant en main, et ayant cette chance d'avoir justement la AD française, qui est inspirée, je dirais tout à l'heure, du premier article de Harris, Discourse Analysis, ayant cette chance-là d'avoir des notions clés qui nous permettent en somme, d'appréhender le discours littéraire, pourquoi ne pas aller vers ce chantier-là ? Pourquoi ne pas s'intéresser à la littérature autrement qu'avec ses approches thématiques, ses approches sociologiques, etc. D'accord ? Alors, je pense que j'ai tout dit. J'ai essayé d'être bref et d'aller directement vers le sujet. Alors je vous remercie d'être là. Et apparemment aujourd'hui il n'y a pas eu vraiment je dirais de questions posées. Peut-être que le thème portait plus vers celles et ceux qui font sciences du langage, du moins d'un point de vue théorique. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes là, j'attends vos questions et j'y répondrai volontiers. Alors, oui, je vous dis ciao ciao, à la prochaine.